Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast La Psy Papote. Aujourd'hui, je suis en présence de Claire Villemestre. Bonjour Claire Ville. Bonjour. Qui est membre du collectif féministe des Aspres. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce collectif, Claire Ville, s'il vous plaît? Alors, c'est un collectif qu'on a monté le 8 mars de l'année dernière, donc 8 mars 2023, avec l'idée de rassembler des femmes autour des questions féministes et de monter un groupe non mixte en mixité choisie. Donc, ça veut dire qui exclut les hommes cis, mais qui inclut par exemple les hommes trans. Ouais. Et avec l'idée de se réunir, de se faire du lien entre nous qui sommes sensibilisés aux causes féministes, et après de faire des actions en direction du grand public, là du coup en mixité complète, pour faire passer nos messages et se rencontrer des nouvelles personnes qui, comme nous, sommes sensibilisées à la cause des luttes féministes. Donc on s'est réunis à peu près une fois par mois dans les Aspres et on a organisé un événement autour du 8 mars qui était la journée de lutte pour les droits des femmes au mois de 2024, mars 2024. Et là, on propose un événement le 17 mai de cette année. Donc, Bientôt. C'est bientôt. On va en parler un peu plus en détail de cet événement. Par contre, juste pour rappeler, un homme cis, c'est quoi ? Un homme cis, c'est un homme qui est assigné homme à la naissance, donc que les médecins ont désigné garçon à sa naissance, et qui se reconnaît dans son identité de genre, c'est-à-dire qui se reconnaît, qui se vit comme homme au quotidien. Et oui, parce qu'on est un peu perdu des fois dans tous ces sigles. Oui. Donc, au niveau de cette soirée conviviale, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Donc, 17 mai, sur la commune de Thuir. De Thuir à la médiathèque. À la médiathèque, mais comment elle est née ? Alors, elle est née d'une volonté de faire un événement féministe, mais plus spécifiquement tourné vers les personnes LGBTQIA+. Oh là là, Claire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce sigle ? Alors, ça, c'est un sigle qui veut dire L pour lesbienne, B pour bisexuelle. Alors, G c'est gay, T c'est trans ou transgenre, Q c'est queer, donc toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le modèle hétérosexuel, I intersexe. Après le plus, c'est les variétés d'identité de genre et d'identité d'orientation sexuelle. Complètement. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être revenir sur le terme insexué. Donc c'est que l'ONU a une définition qui est intéressante, qui dit c'est une manière de décrire les caractères sexuels biologiques d'un individu, notamment ses organes génitaux, ses gonades, ses taux d'hormones et ses chromosomes, lorsque ces caractères ne correspondent pas aux définitions traditionnelles. Moi, j'aime pas trop ce mot, traditionnel, mais c'est le terme de l'ONU de sexe masculin ou féminin. C'est comme ça que c'est défini par la définition de l'ONU. Les enfants qui, à la naissance, présentent des caractères sexuels qu'on ne peut pas normer en tant que garçon ou fille. Et c'est des personnes qui, dès leur enfance, subissent des mutilations génitales et le choix de leurs parents ou des médecins et des violences gynécologiques. Donc, c'est pour lutter contre tous les stéréotypes, les violences, les diffamations qu'a été créée la journée du 17 mai, en commémoration du 17 mai 1990, qui est la date à laquelle l'OMS sort des maladies mentales l'homosexualité. Donc le 17 mai, c'est traditionnellement une journée de lutte pour les droits des personnes homosexuelles et ou avec des questionnements de genre, des orientations différentes de genre. Donc c'est pour ça que vous avez pris cette date, finalement, qui est une date symbolique. C'est une date symbolique qui vient dans la continuité du 8 mars, donc c'est des dates importantes pour la communauté et aussi pour sensibiliser les personnes qui peut-être ne se pensent pas concernées, pour éduquer un petit peu, faire connaître nos problématiques, nos différences, dans le but de mieux connaître de quoi on parle et sensibiliser à l'homophobie ordinaire dans le langage, par exemple, pour le thème de cette année. Et l'idée de mieux vivre ensemble pour réduire le risque de violence sur les personnes
lesbienne, bi, gay, etc. C'est vrai que je trouve que de manière récente, il y a eu beaucoup de termes qui ont apparu dans le langage commun. Oui. Et je trouve que, pour entendre dans mon milieu professionnel ou personnel, hein, il y a un gros mélange finalement de tous ces termes et qui sont utilisés pas forcément à bon escient. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que c'est très, très ancien, c'est-à-dire qu'il y avait, pour les hommes gays par exemple, il y a un historique de mélange entre orientation sexuelle et pédocriminalité, des associations qui sont comme ça assez anciennes. Aujourd'hui, c'est les personnes trans qui sont le plus ciblées parce que l'homosexualité, on va dire des lesbiennes et des gays, est un peu plus connue du fait du mariage pour tous qui a maintenant plus de 10 ans. Et la question des personnes trans est récemment remise sur la question des médias avec le rapport un rapport qui a été remis au Sénat en mois de mars qui vise à supprimer les thérapies hormonales, les choix d'identité pour les personnes trans qui sont mineures et donc tend à ne pas reconnaître l'identité des jeunes, alors qu'on sait que des personnes trans, on a tendance à vouloir penser que c'est l'éducation qui fait qu'une personne est trans, alors que c'est faux, une personne est trans parce qu'elle est comme ça. C'est pas quelque chose qui vient de son éducation. Est-ce qu'on peut donner une petite définition de ce que c'est être en genre? Être transgenre, c'est être en désaccord avec l'identité de genre à laquelle on a été assigné à la naissance. Par exemple, si on est petite fille mais qu'on se sent garçon ou homme, ou dans le cas des petits garçons, nés garçons, identifiés comme garçons par les médecins à la naissance ou par la famille, et qui se sentent femmes. Donc on dit que ce sont des femmes trans. On parle toujours du nouveau genre identifié à la personne. C'est un lien aussi avec l'identité sexuelle psychique, finalement, qui ne correspond pas avec l'identité biologique donnée à la naissance. Alors, l'identité biologique donnée à la naissance, elle est définie par des médecins en fonction d'observables sur un corps nu de bébé. On sait aujourd'hui qu'il y a une variété d'expressions chromosomiques et une variété d'expressions, pour en revenir au biologique, et une variété d'organes génitaux. Même tous les clitoris ne se ressemblent pas, tous les pénis ne se ressemblent pas, et on ne peut pas forcément dire qu'un pénis est forcément associé à une identité de garçon, c'est un peu plus complexe que ça. Et quand l'enfant ou l'adolescent se construit, on parle d'expression de genre, c'est-à-dire qu'il y a le genre assigné, le sexe assigné à la naissance, il y a le sexe comme on le vit en tant qu'identité, et il y a des expressions, c'est-à-dire toutes les filles et les femmes n'ont pas la même expression de genre d'être une femme, c'est pareil pour les hommes et les garçons, et il existe un continuum de variétés entre nous qui pour moi sont toutes acceptables, et c'est dommage qu'un système enferme les personnes dans un système binaire, tu es garçon, tu es fille, tu es homme ou tu es femme, alors qu'il existe de multiples variétés, et c'est là qu'on intervient que c'est le cœur de notre lutte pour montrer qu'on est tous différents et essayons d'accepter juste nos différences sans se juger les uns les autres. En vous entendant parler, j'ai beaucoup en tête les adolescents que je reçois ici au cabinet. C'est vrai que l'adolescence, c'est une crise identitaire, globale. Quand je vous dis ça, Claire Vie, à quoi ça peut vous faire penser, l'adolescence Pour moi, c'est une période d'affirmation, c'est-à-dire que des enfants qui étaient dans une expression de genre un peu fluide, c'est-à-dire on est garçon, mais on se sent un peu féminin, ou on est fille, mais on préfère s'identifier plutôt à des garçons. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut observer chez des enfants d'âge d'école primaire. Après, au collège, au lycée, on est dans une période d'affirmation, de recherche aussi. Et c'est peut-être le moment où les adultes sont le plus à même d'entendre ces variations qui existaient peut-être dans l'enfance, mais qu'on a tues en habillant les enfants d'une certaine façon, en nommant les enfants garçons ou filles
sans parler d'enfant, en disant tu pourras être qui tu veux, qui tu es vraiment, et tu pourras trouver qui tu es. Et donc les adolescents l'expriment plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des adolescents aujourd'hui qui peuvent dire en repas de famille, même très jeunes, même à 12 ans, exprimer à leur famille qu'ils sont non-binaires ou qu'ils commencent à préférer avoir une orientation sexuelle qui commence à se dessiner. Ou asexuelle aussi, finalement, de ne pas ressentir d'attirance sexuelle du tout. On trouve des grands adolescents, finalement, vers la majorité, qui viennent dire mais en fait, moi, je ne comprends pas. Tout le monde autour de moi, tous mes pairs sont intéressés par la sexualité, et moi, il ne se passe rien. Alors, c'est un sujet dont on parle peu, en effet. Et qui est peu exprimé, et que le A de LGBTQIA+, c'est le A de asexuel. On a tendance à penser que l'homophobie, elle concerne que des personnes qui ont une orientation sexuelle. Il y a des personnes qui ressentent de l'amour, mais qui n'est pas sexuel. De l'amour de fratrie, d'adelphité, de l'amour pour des amis, mais pas de l'amour, c'est pas un besoin d'érotisation des corps, et voilà. Et qui vont très bien d'ailleurs. Qui vont très bien. C'est aussi, derrière ça se cache pour moi l'injonction patriarcale de il faut faire couple, il faut être dans un couple hétérosexuel, il faut avoir des relations sexuelles avant 18 ans. Tout ça, ça rejoint plein d'injonctions sociétales qu'on peut questionner. On n'est pas nécessaire. On va pas mal si on n'a pas eu de relation sexuelle avant 18 ans. On va pas mal si on n'est pas en couple. On peut être très heureux, très épanoui et faire d'autres projets et vivre son énergie et la mettre dans d'autres choses que dans des relations amoureuses. Sachant que notons que la première expérience sexuelle en France pour les filles ou pour les garçons, elle est de 17 ans pour les garçons et 17 ans et demi pour les filles. Hein. Oui. Donc ça reste une moyenne, on est bien d'accord. Hein. Donc là, vous dites avant 18 ans, mais finalement, les choses finalement arrivent à tout âge. Donc il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont des relations sexuelles très jeunes et d'autres plus âgés. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que notre vie est tournée autour de la sexualité avec une société, des publicités, des médias qui tournent beaucoup autour de cette sexualité qui est dite un peu idéale, qu'on devrait tout savoir, etc. Mais moi, pour étant sexothérapeute et pour recevoir au cabinet, effectivement... tout type de personnes avec tout type de sexualité possible. Le principal, c'est d'avoir une sexualité qui nous convienne, finalement. Oui. Et pas forcément dans les normes sociétales attendues. Mais pour les jeunes, c'est difficile pour faire l'éducation aussi à la sexualité avec de nombreux de mes patients ados. C'est difficile pour eux. Mais il y a plusieurs choses. C'est que les enfants, dès la petite enfance, sont bercés de contes de fées. Donc avec l'idée absolue qu'il faut le prince charmant et la princesse et qu'il faut être en couple et en couple hétéro et que c'est ça le but d'une vie. Et il y a du coup la société qui envoie ce message-là. Et dans le milieu éducatif, après dans la vie des enfants, les parents et les familles se sentent en difficulté pour parler de sexualité avec leurs enfants. La littérature jeunesse l'aborde peu ou l'aborde mal. Et l'éducation sexuelle et affective qui est au programme à l'école, au collège et au lycée de 3 séances par an dès le CP. Les études ont montré en France que seulement 15% du contenu des séances sur les 15 années de scolarité ont lieu effectivement. Donc ça veut dire que sur les 15 années, l'enfant et l'adolescent a reçu 3 séances d'éducation affective et sexuelle. On peut clairement imaginer que si l'enfant ou l'adolescent n'a reçu que ces 3 messages dans sa vie et que dans la famille on en parle peu ou mal, mais ça ne permet pas une entrée dans la vie affective ni dans la vie sexuelle qui soit construite, réfléchie, posée, ouverte et sereine. Sachant qu'il y a aussi des études qui montrent que l'entrée dans la vision de la pornographie entre de plus en plus jeune dans la vie des enfants. Oui, on estime que la première confrontation aux images pornographiques, elle est pour les enfants entre 10 et 13 ans. 10 et 13, il me semble. 10 et 13, et que ça concerne 80% de la classe d'âge. Donc les parents des jeunes préados ou très jeunes ados n'imaginent pas
que leur enfant peut être exposé à de la pornographie. Et il faut rappeler toujours que la pornographie, c'est un spectacle, ce n'est pas une sexualité comme on peut la vivre, c'est une représentation. Sauf que beaucoup de jeunes pensent que c'est ce qu'ils devraient faire finalement et la sexualité qu'ils devraient avoir. C'est ça la difficulté et finalement des fois c'est fait souvent en cachette Oui. et loin des yeux des adultes. Loin des yeux, loin des mots aussi, rien n'est élaboré. La pornographie mainstream représente des hommes actifs et des femmes soumises. Où le consentement n'y est pas ou n'est pas clair, n'est pas clairement exprimé. Et pour moi, c'est très questionnant. C'est-à-dire que du moment qu'il n'y a pas de consentement, on ne peut pas dire qu'il y a une relation saine et équilibrée entre deux personnes ou plusieurs personnes. Comme je dis souvent aux parents, attention au téléphone que vous prêtez et au contrôle parental. Oui, et à la fois, attention, je pense qu'on ne peut pas maîtriser l'exposition, ni la première ni les suivantes expositions au porno. L'enfant, et c'est légitime, ne va jamais en parler à ses parents parce que nous-mêmes, on peut fouiller dans nos souvenirs, on ne va pas en parler à nos parents. Et moi, je pense que le plus intéressant, c'est d'éduquer son enfant avant l'âge critique où on sait qu'il pourra être exposé. Et on sait aussi, pour moi, l'enjeu, c'est de dire tu seras exposé à des images ou des vidéos. Voilà de ce dont il s'agit. Et en fait, l'enfant, il va même pas forcément être exposé sur son téléphone à lui. C'est-à-dire que n'importe quel enfant de sa classe d'âge, à l'entrée au collège ou parfois à la fin du primaire, qui a un téléphone avec accès au Wi-Fi, peut diffuser des vidéos ou des images à ses copains juste pour rire, pour faire peur, pour questionner. Et il faut que nos enfants puissent savoir comment réagir, comment se protéger, comment dire en fait non, là j'ai pas envie ou on verra ça plus tard, je suis pas prêt ou prête. C'est ça toute la difficulté à pouvoir mettre un petit peu aussi les mots sur ce que les enfants peuvent vivre et comment à qui s'adresser surtout. Alors moi je suis enseignante et je remarque que les enfants déjà ne connaissent pas ni le nom ni le fonctionnement de leurs organes, que ce soit pour plein de parties du corps, et quand ça touche à la sexualité, c'est carrément tabou. Il y a des adultes qui ont peur qu'on mette des idées dans la tête des enfants, alors que les enfants, ils en sont juste... les enfants en sont à la question de comment... qu'est-ce que j'ai comme corps et comment ça fonctionne. Les ados, ils sont sur la question de comment je peux entrer en relation, qu'est-ce que je peux faire de ce corps. À chaque étape, il y a des questions différentes et nous, les adultes, c'est à nous d'apporter des réponses différentes. Mais c'est hyper important que les enfants et les ados connaissent leur corps avant d'aller vers la découverte du corps de l'autre. Pour moi, il y a un gros travail éducatif à faire à travers les albums, les discussions, les vidéos et à ce que plusieurs adultes référents des enfants ou des ados puissent répondre sereinement à leurs questions, parce que les enfants, dès très jeunes, ils se posent des questions, c'est quoi mon corps dans la douche? Bon voilà, on nomme les parties du corps, et si on nomme tranquillement, l'enfant il a une réponse, et puis il reviendra plus tard avec une question plus élaborée. C'est que l'enfant va bien, comme je dis toujours, s'il se pose ces questions, c'est dans le développement plutôt sain d'un enfant finalement, c'est qu'il va bien, comme je dis toujours. Qu'il va bien, et qu'il est en capacité de poser la question et de penser que l'adulte peut lui faire une réponse. Un enfant qui ne questionne pas, pour moi, c'est toujours très surprenant, parce que ça veut dire qu'il a déjà intégré que c'était tabou, qu'on n'en parlait pas et que c'était dangereux. Alors que la sexualité, si elle est consentie et voulue, elle n'est pas dangereuse. Je voudrais revenir avec vous, Claire Vie, sur quelque chose qui m'a surpris, notamment en recevant des patients trans. Oui. En me disant, au bout de quelques séances, mais vous savez, Mélissa, au début, j'étais stressée parce que j'avais peur que vous puissiez me juger, que vous puissiez ne pas me recevoir, que vous puissiez être contre une thérapie avec moi. Alors moi, j'avoue que ça me surprend
beaucoup parce que je suis évidemment pas dans ce genre de préjugés avec mes patients. Et de là, ils ont pu m'expliquer qu'effectivement, même dans le milieu du soin, donc soit du soin physique ou du soin psychique, il y a eu des moments où ils ont pu recevoir des remarques, du jugement. Qu'est-ce que vous en pensez à vous, Claire-Vie, en lien avec peut-être des choses que vous avez pu entendre aussi autour de vous? Alors, les personnes trans sont les personnes, je pense, les plus ciblées par les professionnels du soin et par les propos et attaques dans la vie quotidienne. Il faut savoir que les personnes trans, elles représentent moins de 1% de la population. Donc en nombre, ce n'est pas les personnes qui vont le plus porter plainte ou signaler des événements transphobes. Par contre, au sein de la communauté, elles sont surreprésentées dans les victimes de violences. Les médecins ne sont pas formés aux questions d'homophobie. Les psychiatres restent sur des anciens modèles. Certains psychologues ou psychothérapeutes le sont aussi et projettent de façon systématique le modèle hétéronormé comme étant le bon modèle et l'unique, et que toutes les autres orientations d'identité de genre ou d'orientation sexuelle sont vues comme des déviances. Moi, dans ces cas-là, je conseille toujours aux personnes de se mettre en lien les unes avec les autres et d'aller chercher des associations qui puissent les rapprocher de médecins ou de professionnels de santé au sens large qui soient bienveillants. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu le cas d'une médecin ou même pour trouver une gynécologue qui suivent une patiente lesbienne. On est obligé de prendre son téléphone et de passer des dizaines et des dizaines d'appels pour que quelqu'un veuille bien prendre un rendez-vous pour un suivi spécifique. Et donc, je ne suis pas une personne trans, mais j'imagine que c'est une bonne raison pour cacher ce qu'on est, malheureusement, et de ne pas venir de façon tout à fait ouverte et sincère, parce qu'on craint l'homophobie et la transphobie qui sont encore très présentes. Et que les personnes de la communauté, on est toujours en train de se justifier et de chercher la tolérance ou l'ouverture d'esprit chez les professionnels, alors que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les variations humaines ne sont pas des maladies, ne sont pas des problématiques psychiques. Et je vous rejoins complètement. Là-dessus, on n'est pas dans de la pathologie psychique. Par contre, les personnes transgenres qui sont en cours de transformation, en tout cas, de transition. Pourquoi je dis transformation? Il y a ce mot transformation, mais souvent on est dans une transformation de l'être finalement. Oui. Moi, ça me renvoie à ça. Je vois des patients se transformer, évoluer, un peu comme un papillon qui évolue, parce que c'est un parcours effectivement qu'on sait long, oui, qu'on sait avec beaucoup de rendez-vous. Hein. Moi, je sais que mes patients sont orientés par des endocrinologues vers des psychiatres, puis finalement en cabinet on peut recevoir des patients parce qu'on croit qu'une attestation d'un psychologue peut être juste nécessaire pour accéder aux traitements hormonaux, mais en fait c'est souvent des parcours longs. Comme je dis transformation, je pense que vraiment je suis dans des patients qui ont un parcours de plusieurs années, hein, souvent. Oui. Mais c'est parce que la société en fait un état pathologique. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaite entamer une transition doit pouvoir justifier auprès de son médecin, de son endocrinologue et des autres du fait que cette personne se vit dans le genre qu'elle souhaite obtenir sur son état civil, au lieu de se dire en tant que société, ok, cette personne, elle était assignée fille à la naissance, elle se ressent homme, elle pourrait, dans certains pays, il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres, hein, qui acceptent une simple déclaration et on peut changer son sexe sur la carte d'identité, par exemple. En France, on doit passer par le tribunal, c'est des mois de procédure, c'est récolter des témoignages, ça veut dire aller chercher du soutien. Et c'est quand on fait une transition et que
et qu'on se réaligne avec soi-même. Moi, je crois au contraire que c'est pas une éclosion, c'est se réaligner avec ce qu'on ressent soi et que la société, enfin, valide ce qu'on ressent soi depuis des années. Et pour moi, c'est vraiment dommageable qu'on doive justifier auprès d'un juge, d'un médecin, qu'on se sent comme ça. On n'a pas, enfin pour moi, le médecin devrait juste être là en soutien. C'est pas quelque chose qu'on a décidé, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, pour moi, la justice et la santé devraient être dans le sens de enregistrer, accompagner, soutenir. Et une fois de plus, là, quand les personnes trans viennent vous voir, c'est qu'ils cherchent un soutien, ils cherchent une validation. Alors que, en fait, la validation, ils l'ont en eux-mêmes. C'est eux qui se sentent comme elles sont, en fait. Ils viennent chercher au cabinet le fait que je puisse valider, finalement, mais pour d'autres professionnels de santé, pour pouvoir avoir accès aux hormones, souvent. Oui. C'est ça qui vient déclencher. Moi, j'ai en tête une patiente transgenre qui la première fois, est venue habillée vraiment en pantalon, solide, etc. Et puis en partant, j'aurais toujours cette image en lui disant, mais vous savez, vous venez comme vous voulez. Hein. Enfin, ici, vous êtes la bienvenue, comme vous. Enfin, vous venez. Il y a une pub, hein, enfin, ça me fait souvent penser, il y a une pub de chez McDo qui dit, venez comme vous êtes. Et je lui ai dit ça, je vois, mais venez comme vous êtes, moi, ici, tout est OK. Enfin, il n'y a aucun problème, venez. Et la fois d'après, elle est venue habillée comme elle s'habille tous les jours. C'est qu'on a tendance à projeter des modèles binaires, hommes, femmes, et que les personnes trans encore plus. Mais c'est vrai chez les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, on joue un rôle, encore plus chez un professionnel de santé. On essaye de coller au rôle auquel on veut que le professionnel de santé adhère. Donc si on est une femme trans, on va surjouer l'homme, ou l'inverse. Et c'est dommage parce que quand on se renseigne sur la biologie, sur comment on vit être un homme ou une femme ou une personne non binaire, il y a une telle variété que c'est dommage, une fois de plus, de chercher la validation et de jouer un rôle qu'on pense correspondre à la personne qui va nous évaluer. Ça, c'est terrible. C'est vraiment un rôle, hein. C'est vraiment ça que j'ai en tête, c'était un rôle. Ouais. Et puis c'est vrai qu'à la fin de la thérapie, ma patiente m'a dit, mais je vous remercie, parce que depuis le jour où vous m'avez dit ça, je peux m'habiller comme je veux tout le temps. C'est vrai que ça a permis d'un déclic, de dire, mais en fait, tout le temps, j'ai le droit d'être qui je suis, et à quitter en partie son déguisement. Donc je pense que c'est important. Enfin, pour moi, ça me semble fou de devoir en parler de ça, finalement, là, autour des professions de santé, des professions autour du soin psychique, hein. Mais apparemment, c'est pas toujours le cas. Et je sais qu'il y a aussi pas mal, comme vous disiez tout à l'heure, d'associations. Là, j'ai en tête Stop Homophobie, qui permet d'avoir accès à une liste de professionnels de santé qui, comme on dit, qui sont LGBT-friendly. Oui. Donc je sais qu'il y a d'autres associations aussi qui permettent aux patients de pouvoir inscrire le professionnel de santé aussi, comme une sorte de communauté et d'adresse qu'on peut se passer. Oui, quand on trouve un professionnel bienveillant, on est tellement heureux que de ne pas jouer un rôle que c'est important, quoi. Et que les associations sont là sous couvert de secret quand même de professionnels, d'essayer d'aider les adhérents et les non-adhérents d'ailleurs à trouver du soutien parce qu'on en a besoin. Il faut rappeler que les personnes LGBT sont victimes encore aujourd'hui de discrimination, d'agression, et qu'aujourd'hui, on attend, dans le discours courant, c'est « Oh, avec le mariage, c'est fini, c'est bon, les homosexuels, ils sont acceptés ». L'association SOS Homophobie, dans son rapport de l'année dernière, a signalé qu'il y avait 1200 situations qui ont été rapportées à l'association. 1200 situations, ça veut dire plus de 3 situations par jour d'agression, que ce soit de la haine en ligne, des problèmes dans la famille, dans les commerces, dans les services, dans les lieux publics, avec le voisinage ou même un sentiment de mal vivre.
Et c'est prendre les choses à l'envers que de dire qu'une personne homosexuelle, elle est dépressive du fait de son homosexualité. C'est au contraire parce qu'elle est homosexuelle qu'elle est discriminée et qu'elle vit parfois mal des situations, y compris dans le quotidien. Après, c'est vrai qu'à SOS Homophobie, pour rappeler, c'est une association qui fête ses 30 ans là, en 2024. C'est une association qui aide les victimes de LGTI-phobie. Oui, pour permettre de témoigner, de signaler. Donc je sais que sur leur site, c'est une plateforme qui est assez remarquable, où il peut y avoir des témoignages en ligne, il y a un numéro de téléphone. Enfin, c'est je pense, une association qui C'est une association très importante qui a une plateforme qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça, il faut rappeler qu'on peut les contacter quand on veut. Et c'est très important pour moi de signaler même l'homophobie ordinaire, même les propos qu'on entend et qu'on se dit « Ah, c'est bon, je laisse tomber ». Non, pour moi, il n'y a pas de petite ou de grande homophobie. Il y a l'homophobie du quotidien, il y a des agressions. Et tout est important à signaler. Le site Mediapart, par exemple, vient de publier un documentaire qui s'appelle Guet-apens des crimes invisibles, qui vient de sortir. C'est un documentaire d'1 heure qui explique que chaque semaine en France, un homosexuel est attiré dans un piège et agressé. Donc la haine en ligne et les faux rendez-vous qui ciblent principalement les gays et les personnes trans, c'est hebdomadaire. Une attaque par semaine, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, on peut pas... Enfin, les mots me manquent. Et oui, je vois. Les mots me manquent. Oui. Pour préparer ce podcast, vous m'avez parlé de musique. Oui. Qui vous tenait à cœur. Et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle. Je vous mettrai évidemment les références dans l'écrit du post. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Alors, j'ai proposé le chant des vieilles Gouines et j'ai proposé Can de Yuta. Ce sont des chants féministes. Can de Yuta, c'est un chant catalan. Et la chanson des vieilles Gouines, c'est chanté en français. Ils sont tirés du répertoire chanté dans les chorales féministes qui se montent de plus en plus en France. Il en existe une à Perpignan. Ce sont des chorales souvent non mixtes qui rassemblent des femmes et des hommes trans et des femmes trans autour de chants de lutte, puisqu'il faut rappeler que le féminisme, c'est une lutte. Les droits qu'on acquiert en tant que femme ou catégorie discriminée, ils n'ont jamais été donnés par la loi. Ils ont été le fruit de longues luttes, de mois de débats, de propositions de loi. Et le faire en chanson, c'est une façon de se faire du baume au cœur déjà, et de se dire qu'on n'est pas tout seul, et de se retrouver du coup en groupe autour de la musique, de la chanson, du corps, parce qu'on chante avec son corps. Et du coup, ça a créé des espaces féministes de lutte qui, en chanson, en manifestation, en concert, selon les chorales qui existent en France. Donc je vous mettrai les liens, je vous laisserai découvrir ces deux pépites. Est-ce qu'on peut parler un petit peu en détail de cette soirée du 17 mai ? Donc c'est à partir de 18h30, si je ne me dis pas de bêtises, à la salle Jean Théviolet. Donc c'est une entrée qui est libre et qui est gratuite. Et je crois qu'elle est divisée en 3 parties. C'est ça ? Alors, on vous accueille à 18h30. Ça aura lieu à la médiathèque de Thuir, donc au premier étage de la salle Violet. On démarre avec un queers, en lien avec le thème queer, donc non hétéro ou non hétéra. Donc c'est un quiz, voilà. Mais c'est un queers. Voilà. D'accord. Sous forme rigolote, en équipe, on se teste nos connaissances. Il y aura un petit peu de musique aussi. Et on travaille avec une comédienne de Thuir
qui nous a aidé à monter ce petit questionnaire, ces petits jeux pour chauffer la salle. On continue avec du théâtre forum. Donc le théâtre forum, c'est le principe on joue une petite scène. Donc nous, les membres du collectif, on va jouer 3 scènes et on va inviter le public à venir nous aider à démêler le petit conflit d'homophobie ordinaire qu'on aura joué. Donc on invite le public à venir jouer avec nous, à rejouer la scène, à faire des propositions, à se tromper, à se réessayer, à reformuler. 19h30. Après, on continue avec une petite pause parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'on se dit le plus de choses et qu'on ose et qu'on fait du lien et qu'on prend un numéro de téléphone, un contact. Dans l'informel, toujours Mais autour oui. d'un petit repas. Voilà. De quoi grignoter, la mairie elle offre une petite boisson. Et on finit la soirée avec, à 20h15 avec des extraits de documentaires. Donc on a bingé pour vous des dizaines de documentaires, reportages, films. Et on a fait un petit montage autour des questions LGBT. Donc on a beaucoup travaillé pour avoir à peu près 45 minutes de visionnage et laisser le temps après pour des discussions, des retours, des questions en fin de soirée. Alors là, au niveau des ados, est-ce qu'ils sont les bienvenus? C'est plutôt pour un public adulte? Comment vous voyez les choses, vous? Alors l'idée, c'est d'inviter les ados, Ah oui. de mêler les adultes aussi, parce que de toucher les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, et puis les plus anciens, parce que parfois nos aînés sont moins à l'aise avec se dire LGBT, alors que peut-être les ados, même s'ils se questionnent, ils ont plus facilement la possibilité aujourd'hui, en tout cas, de le dire. Donc l'idée de mêler des générations, l'idée de se rencontrer entre personnes queer, parce que dans les Aspres, encore aujourd'hui, si je dois citer une personne de la communauté, j'ai beau chercher, j'en vois pas, je suppose qu'il y en a, parce que statistiquement, c'est une personne sur 10. Mais aujourd'hui, on ne voit pas des couples d'hommes se tenir la main, se faire un câlin en concert, des couples de femmes se mettre la main sur la fesse quand on attend. Tout ça, c'est des gestes qu'on ne voit pas. Et quand moi, par exemple, je traverse la place du village et je donne la main à ma femme, j'ai encore des regards questionnants de la part d'inconnus. Donc je sais que c'est pas forcément malveillant, mais c'est juste que c'est tellement rare et tellement représenté que voilà, l'objectif c'est de donner le message, de dire à tout le monde c'est ok, il n'y a pas de problème, on va bien, on n'a pas à se justifier, on est juste là et puis on va vous montrer un petit peu nos différences et l'idée aussi d'être un modèle pour des adolescents qui oseraient pas ou peu se vivre différents ou variés plutôt et de faire un petit pas de visibilité un peu plus que nos aînés qui se cachaient pour des raisons légitimes, hein, mais voilà, de montrer qu'on peut s'aimer ou on peut être amis et sans jugement. C'est un beau programme. Merci. Je trouve, pour cette soirée conviviale, de partage, c'est l'idée, d'échange, voilà. C'est de rencontre. Voilà, c'est l'idée d'avoir un moment chaleureux, d'être dans une dynamique positive, d'occuper l'espace public aussi. Et pour nous, c'est très important d'être associé à la mairie de Thuir en tant qu'institution publique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un contexte associatif entre nous, on est dans une action ouverte à tous, gratuite, dans le but de partage. Et pour nous, c'est très important que la municipalité soit associée à ça. C'est un message politique important. Pour moi, c'est très clair que le privé est politique et que les questions de genre et les orientations sexuelles ne soient pas laissées dans les paroles et dans les médias, que cette question ne soit pas laissée qu'aux personnes d'extrême droite. C'est pour moi très important et de montrer qu'on est là et qu'on n'est pas des malades, quoi.
et que l'institution publique œuvre pour la lutte contre l'homophobie. Il faut rappeler aussi que l'homophobie est un délit, elle est punie par la loi, pour une diffamation par exemple, c'est jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et aujourd'hui dans les médias, on a l'air d'oublier ça. Il y a des personnes qui tiennent des propos ouvertement transphobes, homophobes, y compris des présentateurs télé. Et pour moi, c'est important de faire une action en disant non, on se saisit de la date du 17 mai, journée de lutte internationale contre les homophobies, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce discours d'extrême droite qui monte. Comment on peut vous contacter Comment on peut contacter votre collectif? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut y adhérer? Comment ça se passe? Alors, c'est un collectif, donc c'est pas une association. On est un groupe de personnes qui nous retrouvons. On a une adresse mail pour nous contacter. Donc, je la donnerai dans le texte du podcast. Et puis, pour nous contacter, la meilleure chose, c'est venir nous rencontrer à la soirée. La soirée est ouverte à tous, on vient quand on veut, on part quand on veut. Et pour moi, rien ne vaut la rencontre physique, les échanges. Et c'est en créant des événements comme ça qu'on en rencontre plus de personnes. Donc c'est intéressant de se mettre en lien. Et puis peut-être que venir à la soirée, ça ne fera pas forcément rencontrer une personne du collectif, mais ça fera rencontrer une personne de son collège, de son lycée, de son travail, de son voisinage, du village, voilà. Et voilà, dans l'idée de se mettre en lien, ça peut être en lien avec nous directement, mais c'est aussi l'idée de se mettre en lien avec nous tous en termes de communauté de vie dans les Aspres, quoi. Merci beaucoup. Merci Mélissa. Claire Vie d'avoir accepté l'invitation au podcast. Je vous souhaite le meilleur pour ce collectif et je ne doute pas que cette soirée du 17 mai sera une superbe soirée. À vendredi 17, 18h30. À la salle Jean-T. Violet à Thuir. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.